Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Parlons Crypto. Je suis aujourd'hui en compagnie de Maxime Baron, exceptionnellement, puisque mon compère Stéphane Moller est malheureusement indisponible. Merci de t'être rendu dispo, Max, comment vas-tu? Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, émission comme je les aime, on a la chance de recevoir une fois de plus un grand groupe après Coca-Cola qu'on avait déjà reçu ou PMU encore. J'adore ces émissions parce que déjà ça colle pas mal à la gimmick de l'émission où on essaye d'expliquer comment et pourquoi la blockchain et les cryptos vont progressivement prendre place dans votre quotidien. Je trouve que l'adoption de ces grands groupes est une belle preuve en fait qu'on est en train de gagner du terrain un petit peu sur ces technologies et c'est toujours intéressant de voir comment elles s'approprient ces technologies. Technologie. Donc aujourd'hui, on va recevoir le groupe Renault avec Laurent Alifa, VP Brand Marketing de Renault. Merci Laurent d'être là, comment vas-tu? Ça va super bien, merci de l'accueil, Avec grand ravi plaisir. d'être là. Avant de commencer, Laurent, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais au sein du groupe Renault et peut-être terminer par ta relation avec le Web3, comment tu es tombé, on va dire, dans ce milieu-là et comment tu vois les choses? Alors moi j'ai la lourde responsabilité de transformer l'image de la marque Renault. Je suis en charge de la création des contenus marketing et depuis à peu près 2 ans et demi, avec mon équipe, on s'emploie à faire ce travail de rénovation. Et donc on intervient sur l'ensemble des sujets de rebranding de la marque, de création de contenu, quelle que soit la problématique, quel que soit le sujet. Voilà, donc j'ai en charge la création de contenu, les partenariats marketing et puis tout le volet innovation avec notamment les sujets comme le Web3. Ok, très clair. Et du coup, le Web3, c'est quelque chose, à titre perso, toi, c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que tu l'as vu d'un point de vue groupe? Alors moi, je l'ai découvert à travers les initiatives que l'on porte au sein de la marque Renault. Ok. Et je dois dire que c'est quelque chose que je n'avais pas expérimenté par moi-même auparavant. Ok. Mais ça d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on peut avoir l'impression que Renault et la blockchain, c'est deux univers assez lointains. En réalité, moi j'ai commencé dans cet univers en 2016-2017 et déjà on avait Renault qui était à jour sur ces sujets. Alors vraiment sur la partie back, on était sur la techno-blockchain où on parlait déjà de passeport numérique pour l'automobile. Donc il y avait déjà des choses qui se faisaient. Ça faisait partie des rares groupes qui semblaient comprendre un petit peu ce qui se passait et qui avaient été capables de s'approprier le sujet. À l'époque, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, on vous revoit un petit peu sur le devant de la scène, mais cette fois, du coup, avec un angle totalement différent, parce que là, on est sur la partie NFT, donc on est vraiment plus en front et en front avec les clients. C'est quoi un petit peu la vision du groupe sur ces technologies? Oui, alors c'est effectivement bien de noter qu'on est dans cette culture d'innovation au sein du groupe Renault, pas uniquement la marque. Et le groupe a en fait été à l'amorce d'une initiative dans le domaine industriel. Alors je ne suis pas le meilleur spécialiste pour parler Ouais, j'imagine avec ce la taille, domaine-là. avec la taille, il y a c'est segmenté. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que le groupe Renault a été leader en lançant une blockchain industrielle en novembre dernier. Il y a à peu près une trentaine de cas d'usage qui ont été définis. Ok. Et puis les objectifs sont assez pragmatiques. C'est un moyen pour nous d'aller chercher du time to market, de la réduction de coûts, des économies sur les processus de développement. Ça nous permet aussi cette blockchain industrielle, elle est chaînée avec la supply. Donc il y a tout un univers là qui se met en place et qui offre ou qui promet des opportunités de gains de productivité assez phénoménales. Et comme on est dans une industrie qui a besoin de faire des économies pour pouvoir réinjecter des investissements dans l'innovation, c'est bien que nous ayons la possibilité d'utiliser ces nouvelles solutions. Et donc toi, tu as dit que tu étais devenu familier avec le Web3 de par Renault dans vos travaux pour un petit peu transformer l'image de marque. C'est quoi les précédentes initiatives qui ont été mises en place? Parce qu'il y a déjà eu, il y avait déjà eu un drop en fin d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait eu l'initiative Metaverse aussi quelques mois auparavant. Est-ce que tu peux nous refaire juste un rapide état des lieux de c'est quoi en fait les précédentes initiatives qui ont été menées par le groupe? Tu les as cités, donc je vais les réexpliquer. Notre expérience, elle est relativement récente, mais assez riche, assez intense. On a consacré toute l'année 2022 à préparer un premier drop. Voilà, on a voulu faire les choses bien. Donc on a attendu le 15 décembre pour dropper. Donc ce premier drop, le 15 décembre,
il se voulait être la conclusion d'une année de célébration des 50 ans de la R5. Voilà, l'angle que l'on a pris, c'était la célébration d'une icône dans la gamme Renault. Et puis c'était aussi un moyen de réveiller dans l'inconscient collectif tout le côté positif et tout l'aura de ce modèle en vue d'une préparation d'une renaissance dans quelques mois, en 2024-2025, où on va voir à nouveau sur nos routes une nouvelle Renault 5, et cette fois-ci 100% électrique. Et je trouve que c'est marrant parce que tu as le clin d'œil aussi d'un modèle qui est iconique et historique, que les jeunes générations ne connaissent pas forcément. Ça montre tout le poids et toute l'histoire du groupe, mais en même temps toute la capacité à s'approprier les nouveaux outils pour transformer un petit peu ce que vous faites, quoi. Alors, je reviens sur ce drop numéro 1. 1972, c'est l'année de naissance de la Renault 5. Et donc, on a créé 1972 NFT uniques en faisant appel à l'art génératif. Et puis, on a développé des utilités attachées à ces NFT de type expérientiel, des expériences que l'argent ne peut pas acheter, des rencontres avec des designers, l'intérieur de l'entreprise. Et ça plaît énormément à la communauté qu'on a appris à connaître et qu'on a constitué, qu'on a appris à connaître à l'occasion. Okay. C'est quelque chose de quand même assez c'est un choix très fort parce que vous avez quand même, pour ceux qui suivent un petit peu les temporalités, les tonalités du marché crypto, vous avez choisi de faire un lancement le 15 décembre, donc à peu près un tout petit peu plus d'un mois après la chute d'FTX, qui était quand même un événement assez fort pour tout le monde et la majorité des personnes qui nous regardent, je pense. Mais malgré ça, ça a été un franc succès, c'était un sold out en 48 heures, si 48 heures, un petit peu moins que ça. Et en plus de ça, lié à des assets qui étaient extrêmement bien faits. Et donc là, voilà, vous vous inscrivez dans une démarche un petit peu plus longue. Et je trouve ça assez fascinant en fait de voir le côté donc la technologie blockchain utilisée en interne vraiment pour des process, le côté supply chain, le côté suivi de marchandises, etc. Et l'utiliser d'un point de vue expérientiel, mais là du coup sur un aspect beaucoup plus B2C, où vous allez tout de suite vers vos clients pour offrir une nouvelle expérience. Aujourd'hui, pour toi, pour aller dans la suite de ça, quelle est ta vision et quel est l'impact que pourrait avoir la blockchain, ou potentiellement là déjà, sur l'industrie automobile au global? Comment tu le vois? Alors ça, c'est une vaste question, donc je vais plutôt me focuser sur la partie que je maîtrise le plus, à savoir le marketing, la communication. On a une culture au sein du groupe et au sein de la marque Renault en particulier. On va fêter très prochainement nos 125 ans et les 125 ans de vie de cette marque et de cette belle entreprise, c'est de l'innovation et d'être toujours à la pointe de ce qui se fait le mieux. Et finalement, dans un besoin de redonner une dynamique à la marque, il y avait cette opportunité d'utiliser ce qu'on avait à portée de main avec le Web3 et appliqué au marketing. Il était inconcevable de moderniser la marque sans s'expérimenter sur ce domaine-là. Ouais. Et je parle bien d'expérimentation parce qu'on y est arrivé de façon hyper humble. On a appris, d'où le temps nécessaire pour pouvoir concevoir ce drop et croiser les doigts pour qu'on soit sold out assez rapidement. Voilà, donc on a vraiment besoin d'incarner cette transition du secteur automobile dans son ensemble et spécifiquement de la marque Renault. On a pour habitude de dire qu'on opère une transition from car to tech. Okay. Donc traditionnellement, des constructeurs d'automobiles tels qu'on se l'imagine communément. Il y a un virage extrêmement technologique que prend le marché. C'est dans le contenu de nos véhicules, dans l'accès à la mobilité. Et donc si on veut être dans la course, il fallait absolument pouvoir expérimenter le Web3 et la blockchain. Ça, je trouve ça, c'est un dénominateur commun à tous les grands groupes qui réussissent cette transition vers le Web3, c'est la notion d'humilité que tu as dit, parce qu'on a vu aussi beaucoup de grands groupes qui se sont un petit peu cassés les dents, parce qu'on est quand même sur un marché où tu as une communauté qui est exigeante, qui est parfois très virulente sur les réseaux. Si tu ne le fais pas avec les bons codes, tu peux te manquer. Et je pense qu'effectivement, l'humilité, c'est le bon terme. Et tu l'as dit, vous avez mis un petit peu de temps. Et moi, ça, c'est toujours quelque chose qui me fascine, parce que forcément, quand on voit des personnes qui lancent des collections NFT dans leur coin, qui sortent un petit peu de terre comme ça,
la réalité, c'est que c'est pas facile, mais en tout cas, tu as peu de risques en cas d'échec, tu n'as pas de risque réputationnel. Alors que quand tu es un groupe qui va fêter ses 125 ans, qui pèse des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'employés à travers le monde, qui a une marque qui est reconnue, c'est pas les mêmes enjeux derrière. Tu peux pas faire n'importe quoi. Comment ça se passe un petit peu l'acculturation en interne? Comment tu arrives avec ces idées? Comment tu les présentes? Comment ça travaille derrière? Alors, l'événement de la crise qui a précédé notre premier drop, je pense elle a pas mal marqué les esprits et qui a définitivement ancré notre démarche sous le sceau marqué sous le sceau de l'humilité, puisque si à l'origine on pouvait imaginer une perspective florissante en matière de génération de business additionnel, on a approché le sujet de façon extrêmement prudente et raisonnable, et je m'en félicite après coup, puisqu'on avait une accessibilité de nos NFT avec un drop équivalent à 100 € à peu près. Donc on a incarné aussi cette notion d'accessibilité pour pouvoir s'adresser à une population, une cible la plus large possible, parce que finalement, on est une marque populaire et une marque qui s'adresse au plus grand nombre. Et on ne voulait pas être élitiste et excluant avec cette démarche. Il était assez facile d'être exclusif et excluant parce que l'acculturation du marché, elle est loin d'être acquise. C'est clair. Et donc en interne, l'acculturation, elle s'est faite aussi par beaucoup de cross-fertilisation entre les différentes marques du groupe. Avec la structure industrielle du groupe Renault et une circulation d'informations sur nos apprentissages respectifs, les échecs, les erreurs que l'on a faites dans les choix, dans les premiers choix. On a choisi un partenaire, puis on a arrêté avec ce partenaire, on a choisi un deuxième partenaire, et puis ça s'est mieux passé. Voilà, donc tout ça, cette expérience-là, on l'a partagée en temps réel, et on a finalement appris assez rapidement. Et sur le plan marketing, justement, parce que du coup, c'est ton domaine, donc on a vu que Renault étudiait la technologie vraiment au sens large, mais sur la partie marketing notamment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec ces nouvelles technologies. Alors, on est vraiment dans les phases d'expérimentation, tu l'as dit. Comment on se positionne quand on a des innovations qui sont aussi larges et que il y a des changements qui vont au-delà de la tech, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'est facile d'être excluant, c'est facile d'être exclusif. Là, il faut réussir à embarquer tout le monde, à coller un petit peu à sa culture. Comment ça se passe, toute la réflexion finalement pour s'approprier et rester un petit peu dans la culture et vraiment utiliser les outils comme il faut? Alors on a eu une démarche, l'apprentissage que l'on a fait en interne, on a voulu le répliquer en externe. En étant extrêmement pédagogue. On a développé des contenus sur une chaîne YouTube de façon à être extrêmement précis, simple dans l'emploi des mots pour décrire ce que l'on avait envie de faire, ce que l'on était en train de faire. Et ça, je suis intimement convaincu que ça a participé au succès du premier drop. Et puis, dans le deuxième drop là, qu'on prépare pour le mois de mai, on applique exactement la même méthode. Voilà, donc c'est encore une façon complémentaire d'illustrer cette approche pragmatique, humble, non élitiste. Voilà, donc c'est de la pédagogie, des mots simples et une discussion entretenue avec notre audience que l'on a constituée, cette communauté qu'on a constituée à l'occasion du premier drop. Et alors, je ne sais pas si on devait être surpris ou pas, mais en tout cas, moi, ça me surprend de voir l'attachement par la richesse et le nombre des interactions que l'on peut avoir. Et cet encouragement, finalement, que l'on reçoit de la communauté à faire aussi bien pour le prochain drop. Et c'est ce que mes équipes et moi-même, nous employons à faire. Ouais, c'est la notion, on parle beaucoup dans la crypto, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de communauté que de clientèle. C'est quelque chose et c'est vrai qu'on se rend compte que les communautés sont souvent très engagées. Et est-ce que cette idée-là te permet d'aller chercher une génération Z qui est peut-être
qui connaît peut-être un petit peu moins la marque, un petit peu moins votre histoire, la culture. Est-ce que ça te permet aussi d'adresser un nouveau public que tu ne touchais pas forcément aujourd'hui, qui sera peut-être ta clientèle de demain en fait, et c'est un moyen de renouveler aussi un petit peu la clientèle de Renault en parlant à une nouvelle communauté avec laquelle tu n'avais pas forcément d'interaction aujourd'hui? En fait, il y a deux bénéfices majeurs que l'on observe. Il y a un travail de notre communauté. Finalement, j'ai pour habitude de dire que c'est du CRM, Customer Relationship Management, à la mode 3.0. Et puis, il y a ce que l'on qualifie, ce qu'on peut qualifier d'extension d'audience, où on s'adresse à une communauté, alors, soit qu'on ne connaissait pas, soit, et qui, en l'occurrence, est beaucoup plus jeune, soit une communauté qui ne s'intéressait pas à la marque Renault jusqu'à présent et qui nous redécouvre sous un nouveau jour. Parce que il y avait une image un petit peu passée, datée de la marque, et ils ne s'imaginaient pas que Renault puisse être présent de cette manière-là. Et ça, c'est extrêmement intéressant dans une dynamique où, dans les prochaines années, on arrive avec un renouvellement de la gamme totale et en marche vers une électrification avec des véhicules qui sont soit hybrides, soit 100% électriques. Et dans les 100% électriques, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, on a deux, voire plus de véhicules iconiques qui arrivent. Renault 5, Renault 4, la fameuse 4L. Tout ça, ça va vite arriver là en 2024-2025. Si je prends juste l'exemple de la Renault 5, moi qui ai eu la chance de la voir dans sa version quasiment définitive, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, je sais que c'est un futur succès, un futur carton de... Ça va réveiller des souvenirs. Ouais. Ouais. Donc ça va réveiller des souvenirs, et puis ça va nous permettre d'intéresser des clients qui ne nous regardaient plus, qui étaient intéressés par d'autres beaux véhicules concurrents, mais qui, là, pour le coup, vont se dire il y a vraiment quelque chose à regarder du côté de Renault, et j'ai envie d'avoir une Renault 5 parce qu'elle est extraordinaire au premier coup d'œil. À l'intérieur, elle est pas simpliste, elle est confortable, les matériaux qui ont été choisis et le design que l'on retrouve, les clins d'œil entre la Renault 5, la Super 5 et la Turbo sont assez... Ouais, ça se voit quand on parle que ça t'a fait quelque chose. Alors, on sent l'émotion, sent l'émotion, et j'espère sincèrement que cette émotion, elle transpirera à travers l'ensemble de nos Maintenant, de nos actions. j'ai envie de la voir, moi, maintenant. Elle est incroyable. Il y a quelques vidéos qui sont sorties de la toute dernière version il y a quelques semaines déjà, qui tournent sur YouTube. Elle est absolument folle. Et il y a effectivement... En fait, ça respecte, je ne vais pas trop passer du côté automobile de la discussion, on n'est pas là pour ça, mais ça respecte en fait les lignes de l'ancienne en ajoutant une énorme touche d'innovation. Et en fait, ça respecte l'héritage tout en apportant une énorme touche d'innovation. Je me répète un petit peu, mais j'insiste là-dessus. Et on voit bien que c'est un sujet, l'innovation précisément, que vous gérez bien en interne et que vous savez communiquer sur différents pans. Et pour revenir sur le côté NFT, vous avez pris un très bon départ là-dessus avec ce premier drop. Pour toi, c'est quoi les grands axes stratégiques du groupe Renault autour de l'innovation, peut-être plus précisément côté Web3? Quelle est en fait la vision long terme sur cet aspect Web3 spécifiquement? En fait, ma réponse va rejoindre ce qu'on se disait là à l'instant. Ce qui est capital pour nous, avec la mutation de la marque et du marché, c'est de ne pas rester statique et figé et d'aller chercher une clientèle nouvelle. Nos actions marketing appliquées Web3 sont très clairement orientées dans cette stratégie de séduction d'une nouvelle audience. Voilà, donc c'est un passage incontournable et je dirais qu'en fait, ça nous motive à être d'autant plus créatifs et d'illustrer cet ADN de technologie et d'innovation, oui, ça nous encourage à incarner cette innovation à travers différents piliers. On a des fondations que sont la technologie d'une part,
avec des véhicules qui s'électrifient, donc je disais 100% électrique ou bien hybride. On a un deuxième pilier qui est tout ce qui est la connectivité et l'enrichissement tech de nos véhicules. C'est quelque part la prolongation dans l'automobile de la vie digitale que nous avons incarnée par notre smartphone. Et puis le troisième et dernier pilier, c'est clairement la sécurité avec un programme que l'on appelle Human First et qui met au cœur de notre stratégie toute l'innovation et les investissements de la marque pour prévenir les accidents, apporter des aides à la conduite de cette façon-là, faire en sorte qu'en cas d'accident, les impacts soient les plus réduits possibles, etc., etc. Et notamment des programmes qui sont mis en avant en termes de partenariat avec les sapeurs-pompiers. Mais là, on s'éloigne un petit peu du Web 3. Et il y a un deuxième drop qui arrive là, qui sera normalement live au moment de la sortie de l'émission. En quoi il consiste? Donc j'ai compris qu'il y avait un héritage avec la Renault 5, il y a un gros clin d'œil à ça. En quoi il consiste ce nouveau drop et c'est quoi un petit peu en gros les guidelines? Alors, déjà, le nom c'est Racing Shoes, avec le S qui est un 5, pour faire référence à la Renault 5. Les Racing Shoes, ce sont des sneakers qui ont été développés spécifiquement à l'image de la Renault 5 mythique. On a développé 5 designs. Et puis, on a fait voter la communauté sur 3 propositions pour rajouter un 6e volet. Donc, on va proposer ces sneakers dont on pourra choisir sa pointure. Oui, parce que c'est des sneakers physiques. Ce sont des sneakers physiques. Et digital, du coup. Et il y a le NFT qui va avec. Et magie de l'affaire, il y a une puce NFC dans la languette de la chaussure qui embarque la carte d'identité de la paire de chaussures. La carte d'identité, c'est quoi? C'est les matériaux qui sont utilisés, le lieu de fabrication, voilà. Et c'est aussi la preuve, la garantie de l'authenticité du produit, d'un merchandising produit, imaginé, conçu et produit par Renault. Il y a un sujet là-dessus, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la clé pour que ça marche, ça reste l'expérience utilisateur, pour réussir à embarquer tout le monde. Comment tu fais pour que ton expérience utilisateur elle soit fluide quand tu embarques, tu t'appelles Renault, tu as un groupe automobile, tu adresses une technologie, les NFT, tu vas faire des drops NFT, là tu ajoutes une brique physique avec les sensors. Comment tu t'assures que ton expérience utilisateur elle reste ultra fluide? C'est quoi? C'est de la communication avec la communauté? C'est des tests en amont? Comment ça se passe pour conserver une expérience utilisateur qui fonctionne? Alors, ce prochain drop, il a aussi cette particularité de se vivre dans un univers immersif où on pourra, dans un espace qui a été designé sur mesure, découvrir l'historique de la Renault 5, visualiser les différentes versions de la chaussure. On pourra essayer la paire de chaussures en flashant un QR code avec la VR. Et cette expérience-là, elle a été co-conçue en échangeant avec la communauté à travers les réseaux. Donc il y a la conception de cette expérience-là. Et puis, comme je le disais aussi, la participation de la communauté à travers l'adjonction d'une nouvelle version au-delà des 5 versions qui avaient été imaginées initialement. En fait, tu as toute une série d'événements expérientiels qui se traduisent du coup par les drops et tout ça, qui sont comme une sorte de teasing avant la sortie des véhicules, si je comprends bien. C'est presque ça l'idée. Ouais, bien vu, bien vu. Oui, ce que l'on fait là, c'est dans la continuité de la célébration des 50 ans de la Renault 5 historique, qui a occupé toute l'année 2022. Et puis on continue à semer des petites graines en 2023, et puis début 2024, en attendant la présentation officielle de la version définitive de la nouvelle R5, puis ensuite de la nouvelle R4.
Oui, l'idée est vraiment de faire en sorte que le jour où la commercialisation sera officielle, le coup de cœur soit assuré et que ce soit une évidence qu'il y a une véritable proposition de valeur un peu inattendue de la part de la marque Renault. Ouais, moi, je trouve ça. Et puis, je salue vraiment la. Il y a quand même une espèce de prise de risque où vous sortez quand même pas mal de votre zone de confort en essayant d'aller expérimenter voilà, des nouveaux territoires, toute cette branche qui est totalement numérique, qui est totalement, j'ai plus le mot, Digital, pas digital, dématérialisé. dématérialisé, mais comme le métaverse ou quoi, qui est virtuel. Voilà, c'était quand même pas compliqué. Donc toute cette branche qui est virtuelle pour créer l'expérience, pour amener ton utilisateur. L'idée, c'est quoi? Est-ce que c'est aussi un petit peu pour le groupe d'essayer d'aller tâter des nouveaux marchés, des nouveaux secteurs, ou c'est vraiment de dire, bah voilà, nous, on est un groupe qui est colossal, on est capable de s'approprier plein de technologies pour vous créer des expériences et faire vivre notre marque de manière globale? Alors, vraiment, sincèrement, sans vouloir donner de leçons de marketing, ce n'est pas ma prétention, il y a une recette assez simple. Si on fait du surplace, on meurt. Donc, appliqué à une marque, c'est ce que l'on s'efforce de faire là actuellement et depuis ce qu'on appelle chez nous la nouvelle vague. On innove, on est hyper créatif, on saisit toutes les opportunités de prise de parole pour créer du contenu, nourrir une expérience utilisateur, et on ne laisse rien au hasard. Vous avez pu observer le changement de l'identité visuelle de la marque, nouvel emblème. On a même réussi un tour de force. On a surpris beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs, en supprimant quasiment systématiquement le nom Renault. nom en dessous, ouais. On ne montre que l'emblème, C'est que vrai. le losange. Et ça montre la force d'une marque, cette capacité à pouvoir être Identifié sans afficher le nom. Ouais. exactement. Donc on est, mais ça c'est un indicateur de succès, de performance, d'une efficacité de nos actions. Donc on en est fiers, tout en restant humble à nouveau. Mais ça, pour moi, ça montre vraiment, ça illustre cette dynamique sur l'ensemble des sujets. J'ai plein d'exemples. Le sujet que j'évoquais tout à l'heure sur la sécurité. On a fait un programme, un contenu vidéo de 15 à 20 minutes pour montrer cette histoire longue avec les pompiers depuis plus de 10 ans. On a fait un contenu qui est diffusé sur les plateformes de streaming, certaines d'entre elles, et c'est vraiment quelque chose qui est inattendu de la part de la marque Renault, qui surprend et qui apporte beaucoup de cool à la marque, et à la fois du cool et aussi du sens. Voilà, donc on est extrêmement turbulent sur la scène marketing, on fait énormément de choses, et puis on a plutôt le sentiment qu'on fait du bon travail dans la mesure où les indicateurs d'image, sur des indicateurs comme la marque préférée des Français, on progresse petit à petit, on comble notre retard par rapport à des compétiteurs. Voilà, donc les signaux sur ce terrain-là sont plutôt positifs. Ok, et Laurent, peut-être avant de clôturer, si tu devais donner un conseil aux entreprises qui souhaitent implémenter soit les NFT, soit la blockchain de manière générale dans leur business model, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable pour aller plus loin? Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable pour garder de l'avance? Comment tu vois ces choses-là, on va dire? Alors, on est... Toujours avec beaucoup d'humilité. Oui, parce qu'on est dans une phase d'expérimentation. On est passé par des étapes de doute, d'erreurs qu'on a corrigées pour faire bien. Donc je me garderai effectivement de donner des enseignements qui soient universels et définitifs. Mais oui, je pense qu'une marque qui veut se démarquer, exister, se doit de ne pas laisser passer le train de l'innovation et doit mouiller la chemise, tester des choses, et toujours avec l'obsession de quelle est l'utilité pour le client,
quelle est la création de valeur que ça génère. Et en général, quand on sait apporter une réponse, on sait qu'on est sur la bonne voie. Et de toute façon, c'est souvent ça, on en revient souvent. En fait, il y a beaucoup de groupes ou de marques qui ont essayé à un moment donné de prendre les NFT ou quoi parce que c'était la tendance en le prenant à l'envers. L'idée, c'est plutôt de se dire, OK, ma problématique, c'est ça ou mon objectif, c'est ça. Quels sont les outils à disposition pour y aller? Si les NFT, ça semble répondre, bah, vaut mieux aller avec les NFT. Mais si tu commences par d'abord définir les outils pour l'objectif, c'est peut-être pas forcément le bon chemin. Et puis c'est Voilà. un sacré challenge aussi pour compléter ce que tu disais, parce que ça reste un outil, comme tu disais. NFT, blockchain, ça reste un outil. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que en fait, c'est assez difficile, à mon sens, en tant que marque, d'utiliser une nouvelle technologie qui est aussi disruptive que celle-ci, tout en réussissant à garder ses propres valeurs et à manifester ses valeurs en utilisant cette techno-là. Il y a eu des exemples qui n'ont pas fonctionné. Dans le cas de Renault, c'est un franc succès, sincèrement, d'un point de vue totalement personnel. Et je trouve ça assez fascinant. Voilà, je n'ai pas forcément de questions après ça, mais c'était juste un petit témoignage personnel. C'est quoi, là, on arrive au terme de l'émission, c'est quoi les prochaines dates? Qu'est-ce qu'il faut suivre et où on doit le suivre? Bonne question. Alors, je ne sais pas quand est-ce que l'émission sera diffusée, mais en tout cas, observez avec intérêt ce que nous allons faire au mi-mai avec ce deuxième drop. On espère qu'on sera sold out, je touche du bois, assez rapidement. En tout cas, on a mis du cœur à l'ouvrage à proposer, à se réinventer finalement assez profondément entre le premier drop et le second. Voilà, il y a au moins 3 dimensions d'innovation par rapport à ce qu'on a fait la première fois. Donc rendez-vous là très prochainement pour découvrir ça. Et puis, je reste plutôt secret sur la suite du programme. Bon, bah, hâte de suivre. En tout cas, on l'a compris. Donc, il y a une échéance mi-mai et potentiellement d'autres choses après. Il faut rester attentif. Merci à tous. On arrive au terme de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Parlons Crypto. À très bientôt.